Metz est son quartier impérial, comme un air du Berlin branché. Le passé germanique de la ville s'affiche sur les façades des immeubles du quartier impérial au sud de la ville. Metz, ancienne citadelle militaire frontalière, a partagé son histoire avec celle de la France et de l'Allemagne. On a ce ressenti de ville qui a été pendant toute son histoire une ville frontière, une ville entre deux, profondément française malgré tout, par sa langue, par son histoire, mais voilà, avec toujours ces influences qui viennent d'ailleurs et qui viennent très fortement de l'Allemagne. Donc moi, quand je m'y promène, je ressens tout ça, mais je me sens dans une ville profondément française et européenne. Impossible d'échapper à la parenthèse germanique dans ce quartier impérial, voulu par Kaiser Guillaume II et marqué de son sceau dans les moindres détails. Pendant presque 50 ans, la ville a été allemande. Et ce n'est que récemment que les Messins se réapproprient cette histoire. D'abord par l'architecture et l'urbanisme qui en font une cité à part. 1871. À la suite de la défaite française, l'Alsace et une partie de la Lorraine où se situe Metz deviennent allemandes. Aussitôt, l'empereur Guillaume II décide de créer à Metz un quartier aéré, ornemental et symbolique, la Neustadt. Objectif, moderniser la ville, en faire une vitrine du progrès et incarner la puissance impériale allemande. Tout commence par deux bâtiments hautement emblématiques et stratégiques, la gare et la poste. Construite après l'annexion, elle témoigne des goûts, de l'orgueil et de la volonté de puissance de l'empereur. Une poste en grès rose qui ressemble à un énorme château fort. Le bâtiment est monumental parce qu'il fallait montrer qu'on avait en main tous les moyens de communication. En face, la gare en grès gris. Ces deux bâtiments s'opposent à la pierre de Jaumont de couleur jaune d'or, utilisée jusqu'alors pour tous les bâtiments officiels et jugée trop typique de la région, la Moselle. Le style, c'est ce qu'on appelle le style roman rhénan, qui rappelle les cathédrales dynastiques des bords du Rhin. Et Guillaume II avait une prédilection pour ce style parce qu'il faisait référence aux anciens empires, une époque de gloire. Pour les Messins, la gare de Metz représente la plus belle gare de France, puisqu'elle a été élue la plus belle gare de France, alors qu'à ses débuts, on la maltraitait, on trouvait que c'était d'une laideur épouvantable, et Maurice Barrès avait dit que cette gare ressemblait à un pâté de viande sous un toit d'épinards. C'est dire. Cette gare, porte d'entrée sur le territoire allemand, est supposée impressionner les voyageurs. Mais elle est aussi dimensionnée pour, en cas de nouvelle guerre contre la France, assurer le départ en 24 heures de 20 000 soldats. La gare a des messages politiques à n'en plus finir. Il y avait des aigles sculptés partout et il y a un message symbolique qui est très fort. C'est celui qui est sur le tympan du pavillon impérial. On y voit une fileuse et un chevalier qui porte l'épée dans son fourreau. Message subliminal. C'est une paix armée. Le chevalier a l'épée dans son fourreau au service du travail pacifique. La fileuse. Tout est pensé pour germaniser l'architecture du quartier et surtout flatter l'empereur. Le train, souvent, train spécial, venait de Berlin sur le quai numéro 1 et on était immédiatement reçus dans ce pavillon magnifique qui évoquait aussi le palais d'Aix-la-Chapelle avec à la fois des décors byzantins, des décors carolingiens. Et on arrivait dans cette grande salle où l'empereur était attendu par les notables, les militaires qui étaient en place, avec toute sa cour et toute sa suite. Dans ce pavillon, on rappelle une partie de notre histoire commune entre Metz et l'Allemagne. Et cette histoire commune, elle est représentée par Charlemagne. Empereur français est aussi empereur d'Allemagne.
Charlemagne est un symbole si fort que la région où se situe Metz, la Lorraine, doit son nom à son petit-fils germanique, Lothaire. La présence de Charlemagne permet de légitimer son pouvoir historiquement et de montrer qu'avec Charlemagne, on a cette volonté de paix et d'universalité dans la tranquillité et la richesse, l'abondance. La population allemande afflue. Beaucoup de familles, notamment de militaires, en grande majorité protestantes. Un temple est élevé dans un jardin sur une île de la Moselle. Là encore, l'empereur impose son sceau. Il a demandé qu'on en fasse un bâtiment néo-roman du XIIe siècle dans ce style qu'il aimait particulièrement. Donc, il y a une volonté d'affirmer là, en cœur de ville, la présence du protestantisme et en même temps de l'Allemagne, à côté d'une des plus belles places du XVIIIe siècle faites par les Français. Des travaux titanesques sont lancés pour étendre la ville. Les remparts militaires sont abattus. Les fossés et le port de marchandises sont comblés. Parmi les équipements bâtis, le palais du gouverneur. Construit sur le bastion de l'ancienne citadelle, il accueille le commandant du 16e corps d'armée allemand. Ce bâtiment, je pense qu'il fait rêver beaucoup de Messins parce que, évidemment, il a des petites allures de palais, un peu de conte de fées. Et puis, c'est un palais dans lequel on peut rentrer très peu souvent parce que c'est aujourd'hui encore c'est un lieu qui accueille le commandement de l'armée pour toute la région nord-est. Alors c'était un style néo-renaissance rhénane, donc un style développé dans les pays germaniques. On retrouve des pignons, des oriels, une place laissée au décor également. On y trouve les différentes fonctions qui étaient celles de ce palais. Chaque salon avait un usage différent, selon qu'il s'agissait d'accueillir pour une fête, un gala, plus en conciliabule, faire une réunion, un déjeuner ou un dîner. Et également dans les étages, des appartements qui étaient dédiés à Guillaume II et à l'impératrice. Guillaume II, lors de ses venues, y organisait des réceptions où se mêlaient militaires et hautes sociétés messines. Il faut savoir qu'au moment de l'annexion, les intellectuels d'élite ont pour la plupart fui. On estime à 30-40% des Messins d'origine qui sont partis du côté français et qui ont été remplacés au fur et à mesure par une population allemande. Une population allemande qui doit se loger. De nombreuses villas urbaines sont construites le long de larges avenues. L'avenue Foch en particulier, originellement appelée Kaiser Wilhelm Ring. Des architectes allemands, italiens, français et lorrains se laissent aller à toutes sortes d'expérimentations néo-romanes, néo-gothiques, néo-baroques, néo-renaissance. Mais au-delà de l'architecture, l'empereur entend surtout germaniser les esprits et dès le plus jeune âge, à l'école. Ce lycée est différent d'autres établissements par le soin porté à son architecture extérieure, néo-baroque, avec des lignes très pures. Après, les intérieurs sont bien conçus. On a des escaliers qui sont larges, on a des couloirs qui sont larges, qui fonctionnent toujours extrêmement bien. À l'époque, les écoliers, garçons et filles, bénéficient ici d'un enseignement de conception nouvelle, associant l'esprit et le corps avec une salle de gymnastique avant-gardiste pour la région. Dès 1871, 10 ans avant la France, cette instruction est gratuite et obligatoire. C'est évidemment l'histoire allemande qui est enseignée en langue allemande. Donc bien sûr, c'est germaniser les jeunes élèves de manière à ce qu'ils intègrent complètement cette nouvelle identité qui est la leur, l'identité allemande. À la fin de la Première Guerre mondiale, Metz est réintégrée à la France. Mais en 1940,
les Allemands reprennent la ville. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande enrôle de force les Messins, les envoie sur le front russe pour éviter traîtrise et désertion. Cette tragédie taboue a hanté les générations suivantes. Quand j'étais lycéenne dans ce lycée, on nous apprenait assez peu l'origine, la construction de ce lycée. On sent bien que c'est devenu quelque chose maintenant qui fait plus partie de l'esprit d'établissement. Cette histoire un peu particulière. Comme l'Alsace, la Lorraine au sortir de la guerre va se montrer résolument patriote et européenne. Et un homme, un Messin, Robert Schuman, incarne cette résilience. Metz, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est une ville qui est au cœur de l'Europe, qui a vu travailler Robert Schuman, quand même un des pères de l'Europe. Et donc on a ça, je pense aussi en nous, en termes de réconciliation. C'est-à-dire que la réconciliation, elle passe entre les peuples, mais elle passe aussi avec l'environnement, avec l'architecture. Cette réconciliation a pris du temps. Longtemps, le quartier impérial a eu mauvaise réputation. Longtemps délaissé, mal aimé. Mais le vent a tourné il y a quelques années, comme en témoigne le Royal, très respectable hôtel des arts et métiers, devenu aujourd'hui un cabaret transformiste. Alors l'histoire est vaste, puisque c'est grandeur et décadence sur presque un siècle. Le Gewerbehaus, maison des artisans, a été avant tout une salle de spectacle pour devenir un cinéma art et essai, pour, dans les années 80, devenir exclusivement pornographique et lieu de cruising gay avant que je le reprenne. Aujourd'hui, les gens peuvent rire sous cap quand vous dites « je vais au Royal ». Ce bâtiment, il est à redécouvrir parce qu'il était caché assez secret pendant plus de 100 ans. Autre réappropriation culturelle, un pâtissier réputé, Jean-Charles Lemoy, a créé une sucrerie, du praliné feuilleté, nommé les Impériales. On est parti sur les couleurs impériales. Donc l'or, la richesse, et le blanc, la pureté. Impérial, un mot exhumé d'un passé tabou, au point que ce quartier s'appelait le quartier de la gare, avant que l'association d'artisans commerçants, présidée aujourd'hui par Jean-Charles Lemoy, aux côtés de son fondateur Pierre Bec, lui restitue son passé. Il y a 10 ans, l'association a délimité un triangle impérial qui se découvre avec une promenade thématique. Le parcours se prolonge jusqu'à l'arrière de la gare, où une friche industrielle est en réhabilitation. Elle jouxte le quartier impérial et est devenue le terrain de jeu de nombreux architectes de renom. Nous avons un certain nombre d'architectes qui ont travaillé ici, Villemotte pour ce centre des congrès, Stark avec son futur hôtel, qui d'ailleurs a eu cette idée de prévoir un bloc assez monolithique, et puis au-dessus de reprendre la réplique de la Villa Heller, qui elle est avenue Foch. Mais le principal objet architectural de cet ensemble, et qui est le tout premier, c'est ce centre Pompidou de Metz que nous devons à Shiguriban, qui est un grand architecte japonais. Aujourd'hui, c'est un quartier nouveau et qui se veut comme un cœur battant de la ville. Ce centre Pompidou-Metz a été voulu par Jacques Chirac au début des années 2000, pour que la ville de Garnison achève sa métamorphose culturelle. Alors, il y a un lien entre la Neustadt et ce nouveau quartier, au moins intellectuel, je dirais, à vouloir donner toutes les architectures possibles. Des architectures de toute l'Europe. Et ça, c'est intéressant. Donc, on a quelque part ici un musée des différentes architectures contemporaines.